As-tu déjà entendu parler d'un homme qui a poursuivi son rêve envers et contre tout, bouleversant ainsi une industrie entière? Un homme dont l'élégance et le style intemporel ont redéfini à jamais le monde de la mode, malgré les guerres et les drames personnels qui ont marqué sa vie. Aujourd'hui, nous t'invitons à découvrir l'histoire captivante de Christian Dior et de son empire légendaire. Car nous croyons fermement que les rêves sont faits pour être réalisés et que chacun d'entre nous a le potentiel d'accomplir ses passions et ses objectifs, à condition d'y croire. Dans cette vidéo, tu apprendras tout sur la maison Dior et son emblématique fondateur Christian Dior, depuis ses modestes débuts en tant qu'artiste émerge à Paris, jusqu'à son ascension en tant qu'icône mondiale de la mode, sans oublier l'énigmatique fin de sa carrière. Nous te dévoilerons des facettes fascinantes de son parcours, l'apparition d'Yves Saint Laurent et son influence dans la vie de Christian Dior. Les défis rencontrés par Dior durant la Seconde Guerre mondiale, les circonstances entourant la mort de Christian Dior et la trajectoire actuelle de l'entreprise qu'il a fondée. Cette vidéo est bien plus qu'une simple histoire d'entreprise. C'est avant tout celle d'hommes et de femmes prêts à lutter pour leurs rêves, quelles que soient les épreuves sur leur route. Nous espérons que ces récits te toucheront, que tu sauras t'identifier à leur parcours et en tirer inspiration pour poursuivre ta propre voie. Tout le monde possède le potentiel de vivre ses rêves. Replongeons ensemble dans cette aventure émotive en retraçant les origines de l'une des marques de mode les plus influentes au monde. Tout commence en 1905, lorsque Christian Dior voit le jour dans la pittoresque Normandie. Deuxième d'une fratrie de 5 enfants, il grandit dans une famille prospère. Son père, Alexandre-Louis Maurice Dior, dirige une usine spécialisée dans la fabrication de produits chimiques comme l'acide sulfurique et les engrais. La famille vit dans une impressionnante demeure nommée Villa Les Rombes, encerclée par les collines de Granville. C'est là que Christian passe une enfance bercée par la beauté naturelle du grand jardin aménagé avec soin. Ce cadre enchanteur marque durablement l'imagination de Dior, qui se souviendra plus tard des nuances de rose tendre et de gris du gravier des murs extérieurs comme ses couleurs de prédilection en couture. Aujourd'hui, la Villa Les Rombes héberge le musée Christian Dior, un lieu incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans l'univers du créateur et explorer son histoire inspirante. En 1910, alors âgé de 5 ans, Christian déménage avec sa famille à Paris, tout en conservant la villa pour des vacances et des réunions familiales occasionnelles. Le jeune Dior suit sa scolarité dans la capitale française et découvre rapidement sa scène artistique florissante. À l'issue de ses études secondaires, il entame une formation en sciences politiques, bien qu'il aurait largement préféré poursuivre une carrière d'architecte ou travailler dans le domaine artistique. Cependant, poussé par son père, les membres de sa famille insistent pour qu'il devienne diplomate. Malgré cette voie imposée, Christian s'imprègne profondément du milieu culturel parisien, notamment durant les années folles des années 1920, époque aussi appelée les Roaring Twenties en anglais. Ce chapitre historiquement effervescent marque une période de transformation sociale, économique et culturelle dans une Europe tout juste relevée après la Première Guerre mondiale. Dans son autobiographie intitulée Dior by Dior publiée en 1958, il évoque ses amitiés avec des artistes comme des rencontres guidées par ces lois étranges que Goethe appelait les affinités électives. Bien que sa formation politique ne réponde pas vraiment à ses aspirations ni à ses talents, elle lui permet de se rapprocher des personnes capables d'incarner ses rêves. Entouré de gens compatibles avec son sens esthétique et intellectuel, Dior trouve un espace où il peut exprimer librement ses idées tout en se sentant accepté et soutenu. Ainsi commence réellement l'épopée d'un visionnaire qui allait marquer l'histoire de la mode. Christian Dior entreprit ses premiers pas dans le dessin de croquis de mode, qu'il vendait pour 10 centimes à l'époque, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à environ 2 euros. En 1928, Christian prit une décision majeure en mettant un terme à sa carrière politique, qui ne correspondait pas à ses aspirations, et en quittant l'école pour se consacrer pleinement à sa véritable passion, l'art et la mode. Son père finit par le soutenir dans cette démarche et lui permit d'ouvrir une petite galerie d'art grâce à un financement. Toutefois, cette aide était assortie d'une condition. Le nom Dior ne devait pas être associé à la galerie, probablement parce que cela n'était pas conforme aux rêves et ambitions paternelles. Ainsi, Christian Dior fit preuve de discrétion et choisit de nommer cet espace « Galerie Jacques Bonjean » en hommage à son ami proche Jacques Bonjean. Située aux 34 rue de la Boétie, la galerie accueillait principalement des expositions consacrées aux grands artistes que Christian admirait profondément, tels que Picasso, Braque, Matisse et Dufy. D'autres peintres plus proches de Christian figuraient également parmi les exposés, notamment ses amis personnels tels que Christian Berrand, Salvador Dali, Max Jacob et les Berman Brothers. Cette période marqua un moment insouciant et artistique dans la vie de Dior, mais elle s'apprêtait à basculer. 3 ans plus tard, en 1931, il fut frappé par un événement bouleversant, la mort de sa mère, Madeleine Dior, emportée par un cancer. Ce drame constitua le premier choc majeur d'une vie jusqu'alors relativement épargnée des grandes difficultés. La perte fut d'autant plus éprouvante que Madeleine entretenait une relation particulièrement forte avec son fils. Elle lui portait une affection particulière, et Christian l'accompagnait partout durant son enfance.
Que ce soit dans le jardin de leur villa à Granville, chez son fleuriste préféré ou encore auprès de sa couturière Rosine Perrault, Christian ne quittait jamais sa mère. Madeleine Dior incarnait l'élégance et le chic. Passionnée de mode, elle marqua les années folles par son sens du style unique. Une robe qu'elle créa à cette époque demeure encore aujourd'hui exposée au musée Dior. Son influence sur le futur créateur mondialement réputé reste visible dans les œuvres de Dior. La maison familiale joua aussi un rôle déterminant pour Christian. Les couleurs de la façade extérieure, comme nombre de souvenirs liés à son enfance, furent des inspirations clés. Les fleurs, omniprésentes dans les catalogues d'horticulture que Christian feuilletait lorsqu'il était enfant, influencèrent profondément ses premières collections. Cette fascination donna naissance à la fameuse ligne Corolle, un pilier du succès initial du couturier. Même l'appartement parisien où la famille résida par la suite nourrit l'imagination fertile de Dior. Cependant, c'est surtout l'image et le style propre à sa mère Madeleine qui laissèrent une empreinte indélébile sur son travail de créateur. Toujours vêtue avec une modernité remarquable pour son époque, Madeleine était une véritable icône de mode. Elle inspira directement Christian Dior pour concevoir le légendaire New Look, une révolution stylistique caractérisée par des robes resserrées à la taille, mettant en valeur les hanches et accentuant élégamment la poitrine. Ces silhouettes raffinées rendaient hommage aux formes féminines classiques de la Belle Époque tout en redéfinissant les standards de l'élégance contemporaine. Dans un tel contexte, il est aisé d'imaginer l'intensité de l'amertume et de la souffrance qu'a pu ressentir Christian Dior lorsque le lien profond qui l'unissait à sa mère s'est brutalement interrompu à la suite de son décès. Comme si cette tragédie ne suffisait pas, son père a également été frappé par la tuberculose, tandis que la crise économique mondiale de l'époque a précipité la faillite de son entreprise. Christian s'est ainsi retrouvé privé de tout soutien financier paternel, face à une série de difficultés incalculables. 3 ans seulement après avoir ouvert sa galerie d'art, il s'est vu contraint de la vendre et de chercher refuge temporaire dans l'appartement d'un ami pour surmonter cette épreuve. En pleine tempête, Dior s'est tourné vers une nouvelle activité en se consacrant au dessin de chapeaux destinés aux suppléments mode du journal Le Figaro, ainsi qu'à la création de croquis pour les grandes maisons de haute couture parisiennes, parmi lesquelles figuraient Patou, Schiaparelli, Maggi, Rouff, Worth, Balenciaga, Molineux et Paquin. Véritablement talentueux tant en peinture qu'en design, il a été embauché en 1938 par le couturier Robert Piguet. Dans son autobiographie, Dior revient sur cette période marquante. Piguet lui avait proposé le rôle de dessinateur pour sa maison. Enthousiasmé par cette opportunité, Dior l'a accepté sans hésiter, découvrant alors les mystères du processus créatif qui transforme une idée en robe. Cette expérience lui a offert de rares et captivantes perspectives sur les coulisses des premières et sur le fonctionnement intime d'un atelier. L'une des premières robes conçues par Christian Dior pour Piguet fut notamment portée le 1er juillet 1939 à l'occasion du « bal du cirque » organisé à Versailles. Elle fut acquise par Aimée de Héron, jet-setteuse brésilienne célèbre et amie proche de Coco Chanel. Ce bal restera d'ailleurs dans l'histoire comme le dernier grand événement mondain en France avant le début de la Seconde Guerre mondiale. À nouveau, Dior dut faire ses adieux à une époque de légèreté et de splendeur qu'il venait tout juste de retrouver. L'arrivée de la guerre n'a pas laissé Christian Dior indifférent. Mobilisé sous les drapeaux, il a été affecté à la 47e compagnie d'ingénieurs. Cependant, il fut démobilisé après seulement 1 an. L'ambiguïté entourant sa libération militaire en 1941 suscite de nombreuses interrogations. Il n'existe aucune explication officielle à ce sujet. Certaines sources évoquent sa santé fragile à l'époque, marquée notamment par des complications liées à la tuberculose. D'autres hypothèses supposent que son statut familial pourrait avoir joué un rôle. Son père, Léon Dior, exerçait en effet des fonctions importantes en tant que juge au sein du système judiciaire français, ce qui aurait pu lui valoir un traitement privilégié. Enfin, certains rapports font état de motifs politiques derrière la démobilisation de Dior. Durant l'occupation allemande en France pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines voix suggèrent qu'il aurait exprimé une opposition à l'occupant nazi, ce qui aurait pu entraîner sa libération militaire prématurée. En l'absence de preuves ou de clarification officielle, cette question demeure l'objet d'interprétations multiples et spéculatives concernant ce chapitre intrigant de la vie du futur maître de la haute couture. Accompagné de son père et de sa sœur, il passe quelque temps dans le sud de la France, où il exploite un verger situé à Calian. Cependant, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il décide de retourner à Paris pour intégrer l'équipe créative de mode dirigée par Lucien Lelong. Dans son autobiographie, il écrira que Paul Calègue l'a présenté à Lelong, qui l'a embauché immédiatement. Il considère alors la maison Lelong comme une école exceptionnelle de couture, bien plus formatrice que ses expériences précédentes. C'est là qu'il perfectionne son expertise dans ce métier qu'il s'approprie peu à peu. En 1948, Christian Dior fonde son propre laboratoire de parfumerie, qui deviendra plus tard la célèbre entreprise Christian Dior Perfume. Selon lui, un flacon de parfum pouvait donner vie à toutes les robes créées et transmettre aux femmes qui le portaient la quintessence de leur désir. Il considérait le parfum comme un indispensable pour révéler la personnalité d'une femme.
Pour lui, chaque robe devait être complétée par un parfum, symbole d'une rose, une idée qu'il ancrera dans ses créations. En 1946, Marcel Boussac, un puissant industriel du textile, remarque le talent de Dior et lui propose de diriger une maison de haute couture à son nom. Bien que cette offre aurait marqué un tournant considérable dans sa carrière, Dior refuse poliment. Il aspire en effet à se libérer du cadre fixé par les autres et rêve de lancer sa propre maison sous son nom, défiant ainsi les attentes de son père. Plutôt que d'accepter la proposition, il invite Marcel Boussac à investir dans son projet personnel. L'industriel accepte et aide Dior à fonder Christian Dior SA avec un capital initial de 60 millions de francs. Le 16 décembre 1946, Dior inaugure son atelier avenue Montaigne à Paris, un lieu qui reste aujourd'hui emblématique pour la marque. À 40 ans, Christian Dior fait un bond spectaculaire dans le monde de la mode. Il quitte définitivement l'ombre des autres pour devenir un acteur majeur dans l'industrie. Déterminé à se faire un nom parmi les grands, il se lance avec passion dans la conception de sa première collection. Après seulement 3 mois de travail intensif, elle est prête et sera dévoilée le 12 février 1947. Cette présentation suscite un engouement immense et est saluée comme le New Look, notamment par la presse américaine. Inspiré par sa mère et son enfance à Granville, Dior conçoit cette collection avec des formes évoquant des calices de fleurs, resserrées au niveau de la taille et plus larges en haut et en bas. Il baptise sa ligne Corolle, caractérisée par des robes avec une taille fine, des hauts ajustés renforcés par des corsets et des jupes amples et fluides. Les accessoires comprennent notamment des chapeaux imposants rappelant des roues de charrette et des gants longs. Dior utilise des matériaux nobles en quantités impressionnantes pour confectionner ses pièces, toujours dans une quête d'élégance féminine. Ce style tranche radicalement avec celui des années de guerre, marqué par l'austérité, l'aspect pratique et les faibles budgets. Sa vision révolutionnaire redéfinit la mode féminine et demeure à ce jour inoubliable et fondatrice pour sa marque. La mode de Christian Dior représentait une vision radicalement opposée à celle d'un autre géant de la haute couture, Coco Chanel. Chanel, célèbre pour son approche minimaliste et libératrice, n'appréciait guère les créations exubérantes de Dior, ni la concurrence grandissante que ses collections suscitaient. Elle aurait qualifié ses robes de « lourdes et rigides, incapables de tenir dans une valise », considérant cela comme absurde. Si le parcours fascinant et tumultueux de Chanel vous intrigue, vous pouvez consulter une vidéo dédiée à cette icône sur notre chaîne. Ayant grandi dans une pauvreté extrême, Chanel a dû se battre pour chaque étape de son ascension dans la mode, sans le soutien de parents fortunés, contrairement à Dior. Malgré tout, son charisme et son charme lui ont permis de briser bien des barrières, même si son passé controversé, notamment des soupçons d'espionnage pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, continue d'alimenter des débats passionnants. Cette histoire mérite d'être explorée davantage. Revenons maintenant à Dior. À peine ses premières collections couronnées de succès dévoilées, il comprit l'importance stratégique du domaine des parfums. En 1947, il fonde Christian Dior Parfums et fait appel à Serge Eftelewich, un ami d'enfance, comme directeur. Cette même année marque le lancement de son premier parfum emblématique, Miss Dior, en honneur à sa sœur Catherine. Ce chef-d'œuvre olfactif floral CHYPRE accent aigu, alliant des notes de cuir et de galbanum, fut créé par les talentueux maîtres parfumeurs Paul Vacher et Jean Carle. Ce dernier reste d'ailleurs une référence incontournable dans l'enseignement de la parfumerie moderne. Le génie de Dior réside aussi dans sa capacité à diversifier ses activités. Il choisit de déléguer la production mondiale en accordant des licences à diverses entreprises sous des directives strictes. Cela lui permettait de rester focalisé sur sa créativité tout en générant des revenus considérables. En 1948, Dior s'exporte outre-Atlantique avec l'ouverture d'une maison de couture ainsi qu'un atelier de parfum à New York. Les Américains, séduits par le raffinement à la française que ses créations incarnaient, accueillent la marque avec enthousiasme, permettant à Dior d'étendre encore davantage son influence internationale. À cette époque, Dior était effectivement devenu un homme extrêmement sollicité et submergé par les responsabilités liées à sa réussite fulgurante. Pour alléger cette charge, il s'associa à un jeune prodige alors inconnu, Yves Saint Laurent. À seulement 19 ans, Saint Laurent est embauché comme assistant en 1955. Inspiré par les enseignements de Dior et confronté à des standards élevés, il gravit rapidement les échelons pour devenir plus tard une figure emblématique à part entière. Parmi ses innovations notables figure le pli Dior, un détail ingénieux dans les pantalons ou jupes permettant au tissu de se déployer harmonieusement en mouvement. En avril 1957, Christian Dior devient le premier couturier à avoir l'honneur de figurer en couverture du Asterisk Time Magazine, solidifiant son statut comme l'un des designers les plus influents et respectés au niveau mondial. Sa clientèle prestigieuse inclut des figures iconiques telles que la reine Elisabeth II, la princesse Margaret, Soraya d'Iran, Marlene Dietrich, Eva Perón alias Evita, Olivia de Havilland et Rita Hayworth. C'est ainsi que Dior a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la mode, s'imposant comme une légende intemporelle. Christian Dior n'a pas seulement laissé son empreinte dans le monde de la mode avec ses créations iconiques, mais il a aussi inspiré l'univers de la gastronomie.
Saviez-vous que le Christian Dior désigne une recette culinaire raffinée? Il s'agit d'un œuf à la coque dont la partie supérieure est retirée pour permettre d'y ajouter du caviar, le tout reposant sur une base de fond de volaille gélifié afin de maintenir cette précieux contenu bien en place. Une invention autant gastronomique qu'esthétique, témoignant du génie créatif qui animait ce célèbre couturier. Dior était un véritable homme aux multiples talents. En plus d'exceller dans le domaine du dessin, de la peinture et de la haute couture, sans oublier la création de parfums emblématiques, il semblait maîtriser l'art de la cuisine avec une touche tout aussi exquise. À travers ses nombreuses réussites, il a marqué l'histoire, mais la vie lui a tristement réservé un destin écourté. En octobre 1957, dans la ville thermale italienne de Montecatini Terme, Dior s'éteint soudainement. Un décès qui demeure entouré de mystères et dont les causes exactes n'ont jamais été pleinement élucidées. Une perte brutale qui suscite encore des interrogations, surtout quand on considère sa stature et son influence. Ce départ inattendu ouvre la voie à plusieurs spéculations. Peut-on réellement imaginer qu'un acte criminel ait été à l'origine de sa disparition? Christian Dior aurait-il suscité de l'envie ou attiré de puissants ennemis en raison de son succès fulgurant? Parmi les théories beaucoup plus romanesques figure celle impliquant Coco Chanel, son adversaire notoire. Connue pour son caractère caustique et ses critiques constantes envers Dior, aurait-elle pu tirer profit d'un tel drame pour asseoir davantage sa propre renommée? Une autre hypothèse envisage l'intervention de son assistant d'alors, Yves Saint Laurent. Proche et admiratif envers Dior, celui-ci aurait éventuellement pu nourrir des ambitions personnelles liées à la succession. Pourtant, cette idée semble fragile. Yves était déjà pressenti par Dior lui-même pour reprendre un jour les rênes de la maison, et leur relation semble dénuée d'animosité. Il reste toutefois peu plausible d'attribuer sa mort à une quelconque machination sordide. Dior était un homme réservé, même éloigné des cercles d'antagonisme. Malgré leurs différends professionnels, Coco Chanel ne semblait pas capable d'aller au-delà des simples piques verbales. Quant à Saint Laurent, il était trop jeune et respectueux envers l'homme qui lui avait offert des opportunités inestimables pour envisager une telle atrocité. La vérité serait plus simple et tragique. Christian Dior avait déjà survécu à 2 crises cardiaques avant celle qui lui fut fatale. Il est fort probable que cette dernière soit la cause réelle et naturelle de sa disparition. Avant de poursuivre notre récit, nous souhaitons rappeler que ce contenu a été préparé dans l'objectif d'éclairer les zones d'ombre autour des destins et des réussites extraordinaires de grandes figures. Si ce format vous plaît et que vous souhaitez découvrir davantage d'histoires captivantes, n'hésitez pas à activer les notifications et à nous soutenir en laissant un like. Chaque interaction nous aide à vous proposer encore plus de mini-documentaires précis et enrichissants. Merci pour votre engagement, continuons ensemble ce voyage fascinant dans le monde des légendes telles que Christian Dior. Malgré le mystère entourant sa mort, ce grand maître de la mode persistait à être humble et discret tout au long de sa vie. Bien qu'il fût mal à l'aise dans les grandes mondanités et séparé d'une vie publique trop exposée, son œuvre continue d'inspirer aujourd'hui. Par-delà sa disparition prématurée, Dior reste une figure indémodable dont l'héritage résonne encore à travers la mode et l'artisanat du luxe. Outre groupe emblématique et son influence révolutionnaire dans le monde de la mode, Christian Dior a laissé un héritage unique avec sa politique de licence sur des produits tels que les parfums et les accessoires, comme les bas pour femmes. Une stratégie novatrice qui a été rapidement adoptée par de nombreuses maisons de couture. Cette vision fut un véritable coup de génie. Comme attendu, Yves Saint Laurent a pris les rênes artistiques après la disparition de Dior, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans. Dans son rôle fraîchement acquis, il ne tarda pas à poursuivre sur la voie du succès tracée par son maître. Avec la ligne trapèze qu'il lança par la suite, il libéra les femmes de la contrainte d'une taille de guêpe tout en conservant l'élégance et l'essence des créations. Lors de sa première collection chez Dior en 1958, Saint Laurent redéfinit encore les codes en allégeant les tailleurs, éliminant rembourrage et renfort à la taille et à la poitrine grâce à son crayon intrépide. Cette révolution stylistique connut un immense succès, particulièrement auprès des femmes, qui étaient après tout celles qui portaient et incarnaient cette nouvelle liberté vestimentaire. Les créations de Saint Laurent se révélèrent audacieuses, rebelles et innovantes, ce qui ne manqua pas d'irriter Marcel Boussac, alors directeur général. Celui-ci, fortement opposé à cet esprit révolutionnaire, aurait volontiers renvoyé Saint Laurent sur le champ. Mais Yves avait été l'élève préféré de Dior, et un licenciement précipité aurait suscité trop de controverses au sein de l'entreprise. Boussac dut donc attendre une opportunité favorable pour exécuter ses projets machiavéliques, et cette chance allait se présenter plus tôt que prévu. En 1960, Yves Saint Laurent fut appelé à effectuer son service militaire, une épreuve insurmontable pour lui. En pleine guerre d'Algérie, sa sensibilité d'artiste était incompatible avec l'idée de la violence et des atrocités impliquées. De plus, sa silhouette fine, son tempérament fragile et son orientation homosexuelle le rendirent rapidement cible des moqueries et humiliations de ses compagnons d'armes. Après seulement 20 jours de ce calvaire, Saint Laurent fut hospitalisé à Val-de-Grâce pour des troubles mentaux graves. Là-bas, il subit des traitements lourds incluant tranquillisants, substances psychoactives et même des électrochocs.
Ces soins dévastateurs l'ont malheureusement conduit à une dépendance aux drogues dont il souffrit toute sa vie. Cette tragédie personnelle fut cependant l'occasion parfaite que Boussac anticipait. Il licencia brutalement Saint-Laurent sous prétexte qu'il était désormais inapte en raison de ses problèmes de toxicomanie. Yves riposta en attaquant l'entreprise en justice pour rupture abusive de contrat, et il gagna son procès. Malgré cette victoire judiciaire, il perdit néanmoins son poste. Mais cette porte fermée s'avéra être une bénédiction déguisée pour le jeune créateur. Après sa convalescence, il s'associa avec son compagnon Pierre Berger pour fonder sa propre maison de couture, un projet qui connut un succès fulgurant. Le départ de Yves Saint-Laurent marqua une transition importante pour Dior. En 1960, Marc Bohan, autre talent prometteur ayant déjà fait ses armes chez Dior en tant qu'assistant, lui succéda. Originaire de Londres et âgé de 34 ans à l'époque, Bohan devint un pilier central de Dior pendant près de 3 décennies, occupant le poste de designer en chef jusqu'en 1989. Sous sa direction, l'industrie française accueillit pour la première fois en 1967 le prêt-à-porter, une mode produite industriellement et vendue en grande quantité dans des magasins accessibles au grand public. Dior continua aussi à diversifier ses lignes avec le lancement de vêtements pour enfants sous la marque Dior Baby. En revanche, dans le domaine des parfums, la maison prit un tournant radical en vendant sa branche parfumée en 1968 à Moët et Chandon. Cette transaction, extrêmement lucrative, propulsa Moët et Chandon au rang de géants du luxe dans le cadre du groupe LVMH, aujourd'hui leader mondial avec un portefeuille impressionnant de 75 marques. Malgré ses succès apparents, la décennie suivante s'avéra bien moins favorable. Les années 70 furent marquées par une crise croissante au sein de Dior, culminant dans les années 80 avec une véritable catastrophe financière et organisationnelle. La question restait entière, comment? Le drame du jeune styliste s'est avéré être une opportunité opportune pour Marcel Boussac, qui n'a pas hésité à licencier Yves Saint-Laurent sans préavis sous prétexte que ce dernier, devenu toxicomane, n'était plus en état de travailler. Ce licenciement a conduit Saint-Laurent à poursuivre la maison Dior en justice pour rupture abusive de contrat, procès qu'il a remporté. Cependant, cette victoire juridique n'a pas changé le fait qu'il avait perdu son poste. Cette perte, paradoxalement, a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Après s'être rétabli, Yves Saint-Laurent a fondé sa propre maison de couture avec son compagnon Pierre Berger, et l'entreprise est rapidement devenue un immense succès. Le successeur de Saint-Laurent au sein de Dior n'était autre que Marc Bohan, arrivé de Londres par avion. Connaissant déjà bien la maison pour y avoir travaillé comme assistant en 1958, Bohan, alors âgé de 34 ans, fut choisi par Boussac pour prendre les rênes créatives. Il occupa le poste de designer en chef pendant près de 3 décennies, jusqu'en 1989. Durant son mandat, il introduisit en France une innovation majeure, le prêt-à-porter, en 1967. Cette mode produite industriellement et accessible dans les grands magasins marqua un tournant pour Dior. Parallèlement, la maison Dior s'est étendue à d'autres segments comme les vêtements pour enfants avec la marque Dior Baby. En revanche, elle s'est retirée du secteur des parfums en vendant sa branche dédiée à Moët et Chandon en 1968 pour un montant très lucratif. Moët et Chandon deviendra par la suite une pièce maîtresse du géant du luxe LVMH. Alors que tout semblait aller bien, les années suivantes furent bien moins favorables à Dior. Les années 70 marquèrent une période chaotique, suivie d'une véritable crise dans les années 80. Pour comprendre les difficultés rencontrées par la marque, il faut revenir à l'une de ses stratégies clés, la politique de licence. Si cette approche avait été une source de succès au départ, l'octroi excessif de licences s'est avéré désastreux. Le marché saturé ruina l'image prestigieuse de Dior et ouvrit la voie à une prolifération de contrefaçons sur le marché international. En parallèle, l'incompatibilité des nouveaux choix créatifs n'a fait qu'accroître les problèmes de la maison. Sous la direction de Marc Bohan, dont les créations classiques et portables ne correspondaient pas à l'évolution du marché, Dior s'est éloigné des tendances audacieuses et modernes adoptées par des créateurs comme Yves Saint-Laurent. Cette décision stratégique a entraîné un déclin progressif de l'influence de Dior. La situation financière se dégrada rapidement. En 1978, Boussac finissait par déclarer la faillite de son groupe suite à des pertes significatives. Agache Willow tenta brièvement de sauver l'entreprise en rachetant le groupe avec ses multiples sites de production et milliers d'employés. Mais en 1980, ce nouvel acquéreur se retrouva lui aussi acculé par des difficultés financières. Finalement, Bernard Arnault se manifesta comme le véritable sauveur du groupe. PDG de Louis Vuitton et figure stratégique chez LVMH, Arnault racheta Dior à l'administration française chargée des faillites et entreprit une restructuration drastique. Sa stratégie consistait à se recentrer intégralement sur la marque Dior tout en abandonnant ou vendant les autres activités du groupe. Dans les années 90, Arnault mit fin à plus de 300 licences, une décision coûteuse en termes de chiffre d'affaires immédiat mais essentielle pour restaurer l'image de la marque. Grâce à un plan rigoureux, il redonna à Dior toute sa splendeur en recentrant son activité autour du commerce de détail.
Le réseau mondial comptait seulement 6 boutiques au début des années 90 mais atteignit 144 en 2003 et plus de 5600 magasins dans le monde en 2022. Arnault lança également des campagnes publicitaires spectaculaires qui contribuèrent à repositionner la marque auprès d'un public ciblé. La nouvelle génération ambitieuse et sûre d'elle-même, composée tant d'hommes que de femmes. Cette transformation stratégique permit à Dior de retrouver une influence mondiale et de triompher avec une iconicité renouvelée dans le secteur du luxe. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie beaucoup de rester avec nous. J'espère aussi que cette histoire vous a plu. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil dans la chaîne, il y a d'autres histoires qui sont très intéressantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous aimer et de vous abonner. Bye.